Bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Dans le premier épisode avec Jean-Michel Maillard, président de l'association anosmie.org, nous avons parlé du programme de la deuxième journée mondiale de l'anosmie qui a lieu ce dimanche 27 février. Mais pour mémoire, demain, samedi 26 février, aura lieu une série de conférences où interviendront bien évidemment Jean-Michel Maillard, mais aussi Irak Gurden et Claire Martin, tous les deux au CNRS, Pierre-Emmanuel Cholet, l'auteur du livre « Être né sans odorat », et Caroline Bigot-Rabelais, secrétaire de l'association, qui nous donnera les projets de l'association pour 2022. Ce webinaire de 11h à midi aura lieu via Zoom. Il vous suffit juste de vous inscrire sur le site de l'association anosmie.org. Aujourd'hui, je poursuis ma passionnante conversation avec Jean-Michel et nous allons aborder la rééducation olfactive, le handicap qu'est l'anosmie, d'ailleurs pas encore reconnu, et enfin l'association anosmie.org, ses objectifs et ses projets pour 2022. Est-ce que les ORL aujourd'hui sont un peu plus armés, un peu plus... parce que est-ce qu'ils ont reçu dans leur cursus universitaire une formation justement par rapport à l'odorat, étant donné que, comme on le disait en début, l'odorat, on n'avait pas cette culture de l'odorat, et eux, est-ce qu'ils ont évolué depuis ? Ils ont évolué contraints et forcés à partir de mars 2020. Parce que ce qui est surprenant, c'est quand vous allez, moi quand je vais dans une faculté de médecine faire une conférence et que vous parcourez ou vous discutez du programme de médecine et que vous vous attardez sur le temps qui est consacré à l'odorat, oui. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de traitement et on est bien démuni quand on rentre dans un cabinet ORL ou un cabinet d'un médecin généraliste. Ce qui est normal puisque on n'a jamais finalement mis ce sens devant. Et c'est tout le retard qu'on a pris qui nous a un petit peu sauté au visage depuis 2 ans, parce que quand vous discutez aujourd'hui avec des œnologues qui ont perdu leur métier, et pour lesquels nous n'avons pas de solution, c'est simplement le résultat d'une certaine paresse médicale et scientifique de s'occuper de ce sens et de le mettre au programme et de lancer des recherches. Là, on a été contraint et forcé par le Covid à se pencher sur le nez. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la rééducation olfactive, des tests que Claire et Irak ont mis au point, et s'il y en a plusieurs, mais surtout de nous parler peut-être de la vôtre. Écoutez, c'est une des fiertés de l'association, bien malgré elle, évidemment. Avec Ratch Gurden, on a commencé à travailler sur la rééducation olfactive en 2018, quand on s'est rencontrés. Et donc, il avait mis à disposition de l'association les dernières études, qui étaient les études de Thomas Hummel à l'époque. Et on a construit tous les deux un protocole de rééducation olfactive qu'on a publié en septembre 2019, donc à l'époque où l'odorat n'existait pas encore. Et donc, dans la confidentialité, puisqu'il n'intéressait pas grand monde, si ce n'est les quelques anosmiques qui avaient rencontré l'anosmie virale. Tout à fait. Et puis est arrivé le mois de mars 2020, où là, on s'est aperçu finalement qu'on était les seuls à avoir un protocole de rééducation prêt à être diffusé aux gens chez eux pour qu'ils le fassent à la maison en toute autonomie. Mais on était les seuls. Et c'est ce qui était un petit peu frappant. C'est qu'on a été appelé par absolument tout le monde, médecins généralistes, professeurs, ORL, cadres de santé, cabinet d'infirmières, de partout. On a été très fiers de donner ce protocole parce que j'ai voulu, depuis la création de cette association, que tous les travaux soient gratuits et qu'on n'attende surtout pas une adhésion ou un don pour donner un conseil ou pour donner nos travaux. Et donc, ce protocole a été mis gratuitement sur le site de l'association en septembre 2019, donc téléchargeable librement, et à partir de mars 2020, ça a ralenti un petit peu depuis quelques mois, mais vraiment, ça a été une déferlante de téléchargements, d'appels, de réunions de soutien, de mails à tous nos ambassadeurs
qui voulait vraiment des informations sur la rééducation olfactive. En quelques mots, en quoi il consiste? Et je crois qu'il est effectivement assez simple. Oui, oui, et puis il porte la touche des patients parce que ce protocole, c'est nous qui l'avons fait, c'est-à-dire qu'il a été fait par des anosmiques. Oui. Euh, Vous savez, ces 12 semaines qu'il faut comparer à un marathon, c'est-à-dire que on va courir un marathon alors qu'on n'est pas entraîné, alors qu'on n'en a jamais fait. Mhm. Et on va demander aux gens de sentir des odeurs le matin et le soir, tous les jours, Mhm. avec un odorat qui ne fonctionne pas, pendant 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois, 4, 5 ou 6 mois, des fois. Donc, on l'a fait. Il faut avoir d'Agnac, comme on dit élégamment. Oui, c'est ça. Et il faut vraiment, sur la partie psychologique, être prêt à le faire, avoir envie de le faire, et puis faire participer aussi des fois ses proches Mm. pour expliquer ce que l'on vit, faire les exercices avec eux. Il faut que ce soit 3 mois, c'est long. Oui. Oh oui. Surtout quand vous avez, en plus de ce protocole, les conséquences de l'anosmie dans votre vie. Donc, vous avez 4 odeurs. Alors, on avait mis 6 odeurs au début, puis 4 odeurs après, le matin et le soir. Comme le dit Ratch, c'est de favoriser la neurogénèse. C'est solliciter l'odorat pour faciliter le renouvellement des neurones olfactifs. C'est vraiment le solliciter, le faire travailler. Voilà, donc ce sont des exercices tout simples, mais par contre, on se concentre. On n'est pas dans une pièce où le téléphone sonne toutes les 30 secondes, où on est pressé d'emmener les enfants à l'école, où on est pressé de partir au travail. Non, on prend 10 minutes, Oui, on prend du temps pour soi. voilà, et on va, en fermant les yeux, vraiment aller sentir ce flacon, sentir cette odeur, et vraiment faire travailler son odorat. Et puis après, donc dans un premier temps, hein, on ne regarde pas ce que l'on sent pour ne pas se déconcentrer, pour ne pas tromper son cerveau. Et dans un deuxième temps, on va regarder ce qu'on sent pour justement faire la deuxième partie, qui est la connexion à la bibliothèque olfactive pour, euh, pour refaire la mémoire. Donc, et vous le faites, et on avait fait un petit carnet de suivi avec plein de conseils dedans, Mhm. un petit carnet de suivi où vous notez vos résultats, et puis ça vous permet de voir un petit peu si vous évoluez et sur quelle odeur vous évoluez. Et ces huiles essentielles sont des huiles essentielles qu'on achète en pharmacie ou chez des gens, dans une boutique spécialisée d'huiles essentielles. Tout à fait, tout à fait. En fait, on cherchait à l'époque un support odorant stable, Mhm. parce que c'est ça que l'on veut. N'oublions pas que nous ne sentons pas, et il nous faut absolument quelque chose dont l'odeur ne va pas diminuer au bout de quelques jours, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus si on fait notre éducation ou pas. Mhm. Donc, on cherchait un support odorant qui soit stable. Et donc, les huiles essentielles ont ce compromis, c'est-à-dire que voilà, vous les ouvrez, vous avez une stabilité pendant plusieurs semaines, et vous n'avez pas, parce que c'est aussi une difficulté, vous n'avez pas toute une Non, préparation. tout à fait. Il faut que ça soit simple. On entend et on lit des fois qu'il faut aller chercher dans la cuisine plusieurs pots, mais il faut s'imaginer à la place du patient aller faire ça matin et soir. Et on n'a pas 10 minutes de préparation pour aller chercher de la menthe fraîche dans le jardin, le pot de café qui est dans la cuisine, etc. Vous voyez, donc la stabilité odorante de ces huiles est très bien, et on a vraiment un test qui est tout prêt. Vous ouvrez votre flacon, vous faites votre rééducation, vous refermez. D'accord. Alors en fait, on ne l'a pas évoqué, mais tout de même, l'anosmie est un handicap. Est-ce qu'il est reconnu comme tel aujourd'hui et où est-ce que ça en est? Non, du tout, du tout, du tout. C'était une de nos questions au ministre des Solidarités et de la Santé au mois de juin 2021, Oui. avec l'aide du député Jérôme Nury, qui est député de l'Orne. Donc, dossier qui n'a pas avancé. Et je dirais même, pour être en contact régulier avec les oenologues de France, même le handicap professionnel n'est pas encore reconnu. Et pourtant, que vous soyez parfumeur, cuisinier, œnologue, si vous perdez l'odorat, Oui, c'en est un. vous perdez toute une vie d'excellence et tout un métier. Mhm. Et j'irai même encore plus loin, vous pouvez être hyposmique, Bettina. Oui. C'est la même chose. Mhm. C'est-à-dire que si vous êtes, votre métier, c'est de qualifier des vins, de déguster des vins, si vous êtes hyposmique, c'est-à-dire que vous n'avez plus cette bonne combinaison d'odeurs comme vous l'aviez avant, votre métier n'existe plus. Votre compétence n'existe plus,
votre excellence reconnue de tous n'existe plus. Oui, c'est brutal. Du jour au lendemain, vous êtes... Oui, c'est brutal. Et pourtant, quand vous lisez la définition du handicap dans la loi de 2005, Oui. vous comprenez, après tout ce que je viens d'expliquer, vous comprenez que l'anosmie est un handicap à part entière. Mais alors, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il y ait autant d'inertie par rapport à ça? Eh bien, il faut, vous savez, je pense qu'il faut quand même, on sait comment nos sociétés fonctionnent et on fait avec. Oui. C'est un problème financier, évidemment. Et c'est aussi, je pense, lié à la difficulté à évaluer l'odorat. Parce que pour avoir discuté avec certains assureurs, Oui. évaluer l'odorat. Si je me présente demain dans mon cabinet d'assurance et que je dis j'ai eu un accident, je suis anosmique, je ne vous dis pas ce qu'il faut mettre en œuvre pour prouver que ce que je dis est vrai. Donc, comme on n'a pas, mais là on en revient à la culture et à la position de l'odorat, comme nous n'avons pas d'outils fiables pour mesurer l'odorat avant et après, Oui. on a du mal à l'évaluer, donc on considère que ça n'existe pas. Donc le handicap n'existe pas, parce qu'on ne peut pas le mesurer. Oui. Vous voyez, on n'en est pas, on n'en est pas à l'ophtalmo qui vous dit tu as 8 sur 10 à droite, tu as 7,5 à gauche, tu as un peu de myopie, etc. Nous, on est en train de dire est-ce que ça fonctionne ou pas? On est encore sur un test binaire. C'est un Oui. peu le test qu'on veut faire chez les enfants. On n'est pas en train de leur dire tu as ton bulbe olfactif droit qui est à 8,5 sur 10 et le gauche, il est à 6 sur 10. Nous, on est est-ce que ça fonctionne ou pas? On est très loin de toute cette construction qui sera peut-être réalisée dans les années et les décennies qui viennent, mais la difficulté de le mesurer fait que le handicap est difficile à reconnaître. Oui. Vous voyez? Oui, oui. Sauf que, évidemment, commençons par les professionnels qui en ont fait leur métier. Oui, exactement. Je rappelle que ces gens-là, en quelques minutes, ils ont perdu toute leur vie de travail. Complètement. Leur vie bascule totalement. Voilà, c'est ça. Et ils s'aperçoivent que dans un beau pays comme le nôtre, pays de l'œnologie, de la parfumerie, de la gastronomie, eh bien l'odorat n'existe pas. Oui, c'est absolument invraisemblable quand on y pense. Mais bon, il faut, comment dire, être tenace et résilient. Tout à fait. Et aussi être, au-delà de ça, être tous ensemble, ou en tout cas au maximum de pouvoir vous aider pour... plus il y a de voix en plus de l'association, plus ça portera. Oui, c'est ça. Il faut se réunir et puis il faut peser, vous savez comment fonctionne notre société. Il faut, Oui, oh que il oui. faut faire un corps, il faut faire corps. Oui, et peut-être la française, sans être... Je suis moitié française, mais bon, quelquefois, il y a chez les anglo-saxons un peu de pragmatisme Voilà. qui fait qu'on avance parfois. Je ne vais pas dire que l'herbe est plus verte de l'autre côté, mais bon. Alors, maintenant, parlons justement de cette belle association anosmie.org que vous avez en fait créée en 2017, je crois. Quels sont ces objectifs? Ou quels ont été les premiers objectifs? Alors, ces objectifs, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est de regrouper ceux qui sont touchés par ce handicap. C'est important que l'on puisse se regrouper, parce que plus on est nombreux, plus on pèsera, plus on sera entendu. Ouais. Donc ça, c'était le premier objectif. Évidemment, partager le savoir, le peu de savoir qu'il y a, mais le partager, à l'image de la rééducation olfactive. Partager aussi les moments de vie, les astuces, les difficultés aussi, pour pouvoir être soutenu. Donc, une de nos priorités, c'est de soutenir tous ceux qui nous contactent. Et puis, évidemment, après, c'est d'accompagner la recherche, de motiver la recherche, d'expliquer à nos chercheurs pourquoi il faut qu'ils se lèvent le matin pour nous. Voilà, parce que tout ce que je viens de vous dire sur l'anosmie, ce que l'on vit, et c'est ça qui est important. Donc, c'est aussi, comment vous dire, essayer de faire naître la culture de l'odorat en France. Ça aussi, c'est important pour nous. Donc, créer ce test de l'odorat, parler des enfants, et puis évidemment, créer des travaux pour aider tout le monde. On a parlé rééducation olfactive, on a fait des tests du goût et de l'odorat. On a ce fascicule qui va bientôt sortir. On a un groupe de travail qui gère la partie reconnaissance du handicap, voilà, avec le parcours. Quel parcours il faut finalement quand on a été victime d'un accident?
parce que c'est beaucoup plus simple lorsqu'il y a un tiers. Quand le tiers, c'est le Covid, évidemment, c'est compliqué. Mais quand le tiers, c'est un accident, quelqu'un qui nous a causé un accident, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, les objectifs, ils sont pas très nombreux, mais on appuie avec intensité dessus. Donc voilà, et puis l'année 2022 va nous offrir beaucoup de choses à faire avec beaucoup de demandes et on a, je ne vais pas dire qu'on a hâte d'y être, mais on a des objectifs qui sont un peu différents en fonction des années qui passent, quoi, quand même. Les actions, donc on a parlé, mais j'aimerais que vous le rementionniez, vous ne redisiez comment ça se passe, ces fameuses discussions où effectivement on peut écouter, on peut entendre, on peut parler. Quand est-ce que ça se passe? Voilà, dites-nous peut-être un petit peu plus, parce que moi j'ai assisté à l'une d'elles, c'est d'ailleurs très émouvant, et on sent que, ben oui, les uns et les autres ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer, et on se dit que c'est chouette pour eux. Oui, c'est ça. Alors c'est vraiment, en fait, on a senti le besoin au début du Covid parce que les gens sont complètement perdus à l'idée d'avoir perdu l'odorat. Et d'autant plus perdus que leur médecin n'a pas de réponse, et que le prochain rendez-vous chez l'ORL, il est dans 4 mois. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a été vraiment d'un grand secours à tous ces gens qui viennent anonymement, gratuitement, et qui se connectent. Et au début, et on connaît un petit peu le schéma, au début, qui ne parlent pas. Oui. Et puis, petit à petit, qui posent des questions dans le chat, et puis après, ils prennent la parole. Et effectivement, il y a des moments vraiment très émouvants à chaque réunion de gens qui, vous savez, on nous dit toujours, mais parler à des gens qui vivent la même chose que nous, c'est fabuleux. Parce que on a aussi j'allais dire, des vieux anosmiques. Vous savez, les vieux anosmiques, c'est ceux qui sont avant le Covid. Oui. Et les vieux anosmiques qui nous disaient, mais moi, j'ai 40 ans et c'est la première fois que je parle à un anosmique parce que j'ai essayé d'en parler au début et personne ne comprend, donc on ne dit plus rien. Et ce sont vraiment des moments de partage où on peut parler comme. Il y en a beaucoup qui nous disent, en fait, à la fin, on parle un peu comme à notre famille, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on partage tellement de choses sans se le dire, et on comprend tellement ce que l'autre est en train de dire, que ça fait des beaux moments. Et puis, comme on a la présence de nos chercheurs de temps en temps et de nos ORL, eh bien, ça permet non pas de faire des consultations rapides, mais voilà, d'accompagner avec des informations solides tous les gens qui viennent se connecter. Alors en fait, cette association, elle regroupe des ambassadeurs en France. Qui sont-ils? Comment interviennent-ils? Combien y a-t-il? Alors, des ambassadeurs, on est une petite trentaine. Oui. Et puis, alors, ce sont des gens je dis toujours le mot, ce sont des gens que j'ai recrutés, en fait. Oui. Parce qu'au fur et à mesure du parcours, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui doit être résilient, qui doit pouvoir parler de sa vie, de son handicap, qu'il faut qu'il ait envie d'en parler aussi. Et au fur et à mesure des rencontres, des aides, parce que tous les ambassadeurs, sans exception, je les ai aidés d'abord. Et à un moment donné, je leur ai dit, écoute, si tu veux, je crois que tu peux être ambassadeur de l'association parce que Ouais. ça y est. Prends le relais aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu partout en France et à l'étranger, Oui. parce qu'évidemment, on est contacté de tous les pays francophones, ou non d'ailleurs. D'ailleurs, l'Espagne aussi, on a eu beaucoup d'Espagnols au début du Covid. Et en fait, on en a en France, on en a en Espagne, on en a en Belgique, au Luxembourg, au Québec, en Allemagne, au Maroc. On a même des gens qui nous appellent du Bénin ou d'autres pays francophones. Et donc, ce sont des gens à qui j'ai donné les clés de l'association aussi, Oui. en disant, écoute, je te fais totalement confiance. Voilà. Et donc, ils ont une adresse mail et puis ils ont la mission de parler au nom de l'association. Ils ont évidemment autorisation à répondre à toutes les sollicitations que l'association peut avoir. Et puis aussi des questions un peu plus techniques sur certains sont congénitaux, certains sont traumatiques, certains sont viraux, certains sont normosmiques. Donc, voilà, c'est une fine équipe maintenant, vraiment solide. Et puis, on a besoin d'être très fort parce qu'on a des vrais sujets qui nous attendent.
Et puis, il y a vraiment un vrai travail, et je le dis vraiment avec ce mot, on a un vrai travail parce qu'on se réunit très souvent en visio Ouais. pour faire avancer nos Mhm. sujets. Et je vais prendre le dernier en date qui va sortir bientôt sur le livret sur les enfants qui naissent sans odorat. Et ce sont des centaines d'heures de travail, Oui, vraiment, bien sûr. à tous, de composition, de relecture, de mise en page, d'illustration, de remarques, de retouches. Mhm. Voilà, et tous ces sujets, comme le protocole, comme les tests de l'odorat, comme tous les sujets que l'on a en cours, c'est fait par cette équipe qui est une équipe fabuleuse, vraiment, quoi. Vraiment. Mhm. Alors tout à l'heure, vous avez dit que cette journée mondiale de l'anosmie, vous l'aviez importée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres associations dans le monde et quelles sont celles qui sont peut-être plus actives ou qui ont été précurseurs? En fait, ça va être un peu surprenant, mais il me semble qu'il y a 6 associations dans le monde, D'accord. 2 en Angleterre, une aux États-Unis, une aux Pays-Bas, je crois. Et nous, donc, c'est à l'image de l'odorat, encore une fois, il n'y a pas que les Français. Mhm. L'odorat n'existe Oui, pas nulle part. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait partie du GCCR, hein, le groupement de recherche mondial sur l'essence chimique. oui. En fait, l'association représente les patients français et on a été pris pour ça aussi. Mais non, très peu d'associations, vraiment, avec des dates de création qui sont très, très récentes, quoi. Donc, parce que ce sens a été oublié un peu partout, Mhm. mis à part dans les pays comme le Japon, où vraiment la culture de l'odorat existe. Mais dans nos pays européens, non, il n'y a pas, il y a vraiment pas on va dire, une association qui a une vingtaine d'années, vous savez, comme on peut en avoir chez les gens qui sont déficients visuels ou auditifs, qui représentent, je crois, 500 000 personnes et qui ont déjà 80 associations pour chacun des handicaps. Alors, vous parlez du Japon. Il y a une association au Japon? Non, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Et au GCCR, en fait, où nous sommes, hein, où il y a un de nos ambassadeurs qui est Julien Greenwald, qui nous représente, hein, qui est anglophone, et il nous représente. On n'a pas de trace d'association au Japon. D'accord. Alors, brièvement, quels sont les projets justement de 2022? Le premier projet, c'est le livret dont je vous parle depuis le début. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Le deuxième, c'est le développement de ce test de l'odorat chez les enfants. D'accord. On pense qu'il faut le lancer. C'est un projet plutôt porteur, Mhm. que le combat va être long, que le chemin va être sinueux, c'est clair. Mais on pense vraiment que c'est un projet qui vaut la peine parce que, euh, parce que c'est pour nous la naissance de la culture de l'odorat Oui. qui nous emmènera dans une vingtaine d'années à des gens qui prennent beaucoup plus en charge l'anosmie. Il y a un des projets aussi qui est important, qui concerne en fait notre protocole de rééducation. Vous savez qu'on l'a digitalisé. Non. Il est devenu l'application covidanosmie.fr. D'accord. On a avec 2 professeurs de médecine. Oui. Et cette application aujourd'hui qui est orientée vers la rééducation olfactive, on aimerait y ajouter les 2 axes sur lesquels il est nécessaire de travailler lorsqu'on est anosmique, la santé mentale, car là, l'axe psychologique, et ce qu'on appelle la dénutrition, c'est-à-dire les troubles alimentaires. Mhm. Donc, on souhaite apporter des modifications à cette application pour accompagner encore un peu mieux tous les anosmiques dans les difficultés qu'ils vont rencontrer. La rééducation olfactive, très bien, si elle fonctionne, on y va. Et par contre, la dénutrition, le trouble alimentaire, Oui. et puis tout l'accompagnement psychologique qu'il faut connaître et avoir pour essayer de vivre au mieux son anosmie. Mhm. Alors, on a commencé aussi un autre sujet pour 2022, et on va le continuer, c'est l'accompagnement des professionnels de santé. Donc, on a 2 groupes de travail en cours avec l'ARS Normandie et Île-de-France. Mhm. Et le premier webinaire destiné aux professionnels de santé s'est fait en Normandie, où on va expliquer ce que je suis en train de faire là, ce qu'est l'anosmie à nos professionnels de santé, à nos infirmières, à nos médecins généralistes, à nos ORL, à tous ceux qui sont dans le Mhm. corps médical, Mhm. mais qui veulent en savoir un peu plus sur l'anosmie, ses conséquences, et surtout ce qu'attendent les patients. Voilà, donc ça, c'est un des axes aussi cette année qui prend aussi un peu de temps, mais qui va permettre de déployer aussi à l'échelle du pays et de nos ambassadeurs des relais Oui. pour expliquer ce qu'est l'anosmie.
à travers ce qu'on appelle des patients experts ou des patients référents qui viendront expliquer ce trouble. Alors, il y en a un qui est important, et je finis par celui-là, c'est qu'il faut que cette association se pérennise. Parce qu'aujourd'hui, elle dépend uniquement de bénévoles et elle pourrait aussi s'arrêter, tout simplement parce qu'elle dépend peut-être un peu trop de moi. Oui. Et il serait bien que, comme nos amis déficients visuels ou malentendants, on ait une reconnaissance de l'utilité qu'a notre association auprès de la population pour qu'elle puisse être, j'allais dire, prise en charge par la force publique. Vous voyez, parce qu'on est devenu, malgré nous, indispensable au quotidien. Complètement. Et on le voit à travers les sollicitations, les mails, les appels, etc. Donc, c'est un des objectifs cette année, vraiment, c'est de prouver à tout le monde, et ce n'est pas compliqué, que vraiment on a une fonction dans la société aujourd'hui qui est bien réelle et dans l'accompagnement des patients. Voilà, ça, c'est un projet important pour nous. Est-ce que vous pourriez dire que c'est vraiment... parce que ma question suivante était de quoi l'association a-t-elle besoin le plus aujourd'hui? Est-ce que ça serait ça? Et est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, je pense que c'est ça. C'est ça parce que, je le dis à tout le monde, ce n'est pas notre métier. Non. En fait, on travaille tous avec des journées qui sont, comme tout le monde, assez longues. Ça nous tient à cœur de faire ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est pour ça qu'on se réunit le soir, tard, le dimanche, le samedi. C'est pour ça qu'on prend du temps sur nos moments familiaux. Oui. Mais on a bien vu maintenant, depuis 2 ans, qu'on était indispensable pour parler au nom des 3 millions de personnes qui souffrent de troubles de l'odorat. Donc, c'est le besoin numéro 1 cette année, il est de pérenniser cette association en ayant de l'aide de la force publique, vraiment, quoi. C'est important. Tout à fait. Un soutien et un vrai. Oui, tout à fait. Un vrai, oui, tout à fait. Écoutez, un grand merci et j'espère que cet épisode sera très écouté pour que justement on passe votre parole et qu'elle soit entendue et qu'on fasse encore plus rayonner votre association. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup à vous, Bettina. Merci, du fond du cœur. Écoutez, c'est partagé. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le au maximum, car je crois que c'est important que l'on puisse porter la parole de Jean-Michel Maillard et de l'anosmie.org pour faire connaître ce qu'est l'anosmie et à qui s'adresser quand cette maladie vous arrive. Si vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode gratuit de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien.